Ici le compteur. Ferme les yeux. Respire doucement. Laisse le monde autour de toi s'effacer petit à petit, comme un rideau qui tombe doucement au ralenti. Tu n'as rien à faire, rien à réussir, juste à écouter. Ce soir, je t'emmène au cœur d'un rêve suspendu dans le ciel de Paris. Une silhouette d'acier que tout le monde croit connaître. Une dame de fer qui veille sur la ville lumière depuis plus d'un siècle. Elle s'élève avec élégance, traverse les nuages, perce les brumes du matin et scintille dans les nuits étoilées. Ce monument, tu l'as vu en photo, en carte postale, dans des films, des souvenirs, ou peut-être même en vrai, mais connais-tu vraiment son histoire? Laisse-moi te la raconter doucement, tendrement, comme un murmure qui te berce vers le sommeil. Cette histoire ne commence pas avec des plans d'ingénieurs, ni avec des poutres et des boulons, mais avec une idée, une intuition, un souffle de folie au XIXe siècle. Ce soir, je vais te faire voyager dans le temps, te faire rencontrer ceux qui l'ont imaginée, dessinée, construite, critiquée et adorée. Tu verras, ce n'est pas une simple tour, c'est une promesse dressée vers le ciel, une aventure humaine, à travers vent, fer et génie. Laisse-toi porter, détends chaque partie de ton corps, écoute ma voix et laisse la magie de l'histoire t'emporter, lentement, paisiblement. À la fin du XIXe siècle, Paris bouillonne. Les rues vibrent du pas pressé des cochers, des bavardages aux terrasses, des premiers éclats d'une modernité qui avance. L'électricité commence à illuminer les boulevards, les chemins de fer tracent des lignes entre les villes, les expositions universelles attisent les rêves les plus grands. C'est dans cet élan de progrès, dans cette époque où tout semble possible, qu'une idée insensée germe doucement dans l'esprit d'un ingénieur, Gustave Eiffel, un homme au regard pénétrant, au port droit, réputé pour son sérieux et ses ouvrages métalliques. Depuis des années déjà, il construit des ponts, des viaducs, des structures d'une précision rare. Il aime le métal, il en connaît la souplesse et la force. Il l'écoute comme d'autres écoutent le bois ou le vent. Et un jour, un de ses collaborateurs, Maurice Koechlin, lui montre un dessin, un trait simple, une tour, immense, pure, une flèche d'acier dressée dans le ciel. Eiffel l'observe sans mot dire. Ce n'est encore qu'un projet, une esquisse, mais déjà, quelque chose résonne en lui. Une tour, pour célébrer le centenaire de la Révolution française, un geste grandiose, une prouesse. Elle serait érigée pour l'exposition universelle de 1889, une date symbolique, une occasion unique. Eiffel, d'abord réticent, finit par s'enflammer. Il comprend qu'au-delà de la technique, cette tour sera un symbole, une signature de la France moderne, un phare de science et de beauté. Alors commence une longue bataille. Il faut convaincre, expliquer, dessiner, redessiner, trouver l'équilibre entre audace et stabilité. On parle d'une hauteur vertigineuse, 300 mètres, du jamais vu. Des critiques s'élèvent, certains hurlent à l'absurde, d'autres au cauchemar architectural. Mais Eiffel tient bon. Il finance même une partie du projet lui-même, persuadé qu'il tient là une œuvre unique. Peu à peu, les choses prennent forme. Les plans sont affinés, les fondations imaginées. Il ne s'agit pas de poser une tour comme une cabane. Il faut l'ancrer, la faire tenir dans le vent, la rendre à la fois majestueuse et résistante. Les ingénieurs se relaient, les calculs s'enchaînent, les doutes aussi. Mais une conviction demeure, cette tour existera, et elle sera magnifique. À cette époque, les grandes structures métalliques commencent à peine à séduire. Le fer est encore vu par certains comme froid, inesthétique, brut. Eiffel, lui, voit dans le métal une forme d'élégance nouvelle, une dentelle gigantesque, un squelette vivant,
une manière d'exprimer l'avenir. Il sait que ce qu'il construit là ne ressemble à rien d'existant. Ce n'est ni un palais, ni une cathédrale. C'est un langage nouveau, un alphabet d'arcs, de poutres, de rivets, une musique en acier. Le chantier se profile. Les premières autorisations sont accordées, mais l'opinion publique reste partagée. Des artistes s'insurgent, des écrivains protestent. Dans un texte resté célèbre, il dénonce la tour de Babel parisienne, le lampadaire tragique. Mais Eiffel continue. Il écoute sans s'arrêter. Il sait que toute audace dérange et que souvent l'incompréhension précède l'admiration. Dans son bureau, le soir, il relit les plans, il affine, il corrige, il s'endort parfois le crayon à la main, les pensées tournées vers cette tour encore invisible, mais déjà si vivante dans son esprit. C'est plus qu'un projet, c'est une vision, une sculpture de vent et de lumière, une idée dans les airs. Il fait froid ce matin-là, en janvier 1887, quand les premiers coups de pioche résonnent sur le sol dur du champ de Mars. Le ciel est pâle, voilé, et le vent glisse entre les bâtiments encore endormis de la rive gauche. Rien n'indique encore que ce lieu, assez vide, plat, bordé de quelques allées poussiéreuses et de bosquets mal entretenus, deviendra bientôt le théâtre de l'un des plus grands exploits d'ingénierie de l'époque. Les hommes arrivent en silence, emmitouflés dans leurs manteaux sombres, et commencent à décharger les outils, à monter des tentes, à mesurer le terrain. C'est le tout début d'une aventure qui durera 2 ans, 2 mois et 5 jours. Une aventure où le sol parisien verra se dresser, lentement mais sûrement, une flèche de fer, une silhouette qui changera à jamais l'horizon de la capitale. Gustave Eiffel, lui, veille déjà. Il a ses habitudes. Il arrive tôt, marche lentement sur le site, les mains croisées dans le dos, son regard toujours en mouvement. Il parle peu, mais il observe tout. Il sait que ce chantier sera scruté, critiqué, observé par des milliers d'yeux. On l'a traité de fou, de mégalomane, de provocateur. Il s'en moque. Il veut construire quelque chose d'unique, quelque chose qui n'a jamais été fait. Une tour de 300 mètres, sans haubans, sans câbles, qui tiendrait par l'intelligence seule de sa structure. Le défi est immense. Il faut d'abord creuser. Le sol doit accueillir 4 piliers géants, massifs, chacun reposant sur des fondations profondes. 2 de ces piliers bordent la Seine, et cela complique les choses. Il faut pomper l'eau, travailler à sec, couler du béton sous des caissons pressurisés. Les ouvriers, vêtus de lourdes blouses et de bonnets, enfoncent leurs bottes dans la boue glacée. Ils creusent, ils soulèvent des pierres, ils hissent des sacs de sable. Leurs mains sont calleuses, leurs visages fermés, concentrés. Mais dans leurs gestes, il y a une étrange harmonie. Comme s'ils savaient qu'ils ne posent pas seulement des bases, mais les racines d'un monument qui deviendra légende. Peu à peu, les fondations prennent forme. Elles sont massives, solides. Sur chacune d'elles, un sabot de fonte viendra accueillir les pieds métalliques de la tour. Puis arrive le moment d'ériger les premières poutres. L'acier arrive par wagons depuis les ateliers de Levallois-Perret. Chaque pièce est minutieusement préparée, numérotée, percée, afin de s'assembler avec une précision d'horloger. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Chaque boulon a sa place. Chaque rivet a été pensé. Les ouvriers montent des échafaudages en bois, érigent des grues, tendent des câbles. Le chantier devient un labyrinthe d'ombres, de poutres croisées, de silhouettes qui grimpent et redescendent dans un ballet incessant. On commence à assembler les arcs du premier étage. Ils se courbent avec élégance, se rejoignent au centre comme les branches d'un arbre immense. Le métal chauffé au rouge est martelé avec force pour accueillir les rivets.
Ces derniers petits cylindres d'acier sont chauffés dans des fours portables, puis saisis avec des pinces, placés dans les trous et frappés à coups de marteau jusqu'à ce qu'ils se déforment et fixent solidement les pièces. Clang, clang, clang. Ce son rythmique, régulier, résonne jour et nuit, comme le battement d'un cœur en train de naître. À mesure que la tour monte, les conditions deviennent plus difficiles. Le vent souffle plus fort en altitude, le froid mord les mains, mais les hommes tiennent bon. Ils développent des techniques uniques, inventent des gestes, s'organisent en équipes soudées. Certains dorment sur place dans des baraques en bois. D'autres gravissent les étages au petit matin comme on part à l'assaut d'une montagne. Et pourtant, malgré la hauteur, malgré les risques, il n'y a presque aucun accident. Gustave Eiffel a tout prévu. Il a imposé des filets de sécurité, des garde-corps, des consignes strictes. Il tient à la vie de ses hommes autant qu'à la réussite de son projet. Le chantier devient un sujet de conversation dans tout Paris. Les curieux viennent chaque semaine observer l'évolution du colosse. D'abord sceptiques, beaucoup sont peu à peu fascinés. Ils regardent cette forme étrange, brute, s'élever au-dessus des toits, découper le ciel. Elle dérange, elle interroge, mais elle attire. En 1888, on atteint le 2e étage. La vue depuis cette hauteur est inédite. On voit la Seine serpenter entre les immeubles, les toits d'ardoise scintiller sous le soleil, les collines au loin, floues, comme une aquarelle. Gustave Eiffel lui-même monte souvent sur les plateformes. Il aime sentir le vent, voir son rêve devenir réalité. Il ne parle pas beaucoup, mais ses yeux brillent. Il sait qu'il est en train d'écrire une page de l'histoire. En mars 1889, la tour est enfin achevée. Elle culmine à 300 mètres, exactement, plus haut que n'importe quel monument du monde. On y accède par des escaliers, puis par des ascenseurs hydrauliques, une innovation de l'époque. Au sommet, on installe un mât, portant la hauteur totale à 310 mètres. Le dernier rivet est scellé lors d'une petite cérémonie intime. Eiffel, debout au sommet, contemple Paris. Le vent est fort, le silence profond. Il ferme les yeux un instant, respire. Il l'a fait, contre tous les doutes, contre les moqueries, contre les obstacles techniques. Il a bâti un symbole, un rêve de métal suspendu dans le ciel. Ce n'est plus seulement une tour, c'est un témoignage, une trace verticale de l'ambition humaine. Et tandis que le soleil se couche sur le chantier endormi, la tour, elle, reste là, droite, fière, comme une promesse faite au futur. Dès que les premiers éléments de la tour sont sortis de terre, les voix se sont élevées, des voix tremblantes d'indignation, des plumes affûtées par la colère. En 1887, alors que la structure n'en est encore qu'à ses débuts, une pétition est rédigée. Signée par des artistes, des écrivains, des architectes, elle dénonce ce qu'ils appellent l'inutile et monstrueuse tour Eiffel, un squelette de fer qui viendrait, selon eux, souiller le ciel de Paris. Ils parlent d'une provocation, d'un cauchemar, d'une tâche industrielle sur la douceur haussmannienne. Et dans les cafés, dans les salons, dans les cercles mondains, la tour fait débat. On se moque, on caricature, on imagine des catastrophes. Certains prédisent qu'elle ne tiendra pas, d'autres qu'elle s'effondrera au premier coup de vent. On la surnomme l'asperge de fer, la girafe, la cheminée d'usine. Mais elle continue de s'élever, et plus elle monte, plus elle intrigue. Les critiques deviennent plus discrètes. L'ombre de la tour s'allonge sur Paris. Elle est là, visible de partout, imposante, audacieuse. Les Parisiens, d'abord hésitants, commencent à s'y attacher. C'est un peu comme une étrangère qui aurait pris place dans la famille, dérangeante au début, fascinante avec le temps. Puis arrive le grand jour.
Le 5 mai 1889, l'exposition universelle ouvre ses portes. Des millions de visiteurs du monde entier se pressent dans la capitale. Et la tour en est le joyau. On grimpe les escaliers, on découvre les plateformes, on s'émerveille du panorama. Au sommet, Paris se dévoile comme jamais. La Seine semble un ruban d'argent, les rues une géométrie vivante, les monuments des miniatures précieuses. Les visiteurs montent par milliers. Ils sont fascinés. La tour devient l'attraction, la curiosité absolue. Il y a ceux qui ont le vertige, ceux qui rient, ceux qui pleurent d'émotion. Des poètes montent pour écrire, des scientifiques pour observer, des enfants pour rêver. Et les critiques, elles, s'effacent. On oublie les mots durs, les pamphlets, les moqueries. On les relit avec le sourire, car la tour désormais est aimée. Elle devient un point de rendez-vous, un repère. On l'aperçoit en sortant du métro, en traversant un pont, en levant les yeux depuis un balcon. Elle rythme la vie parisienne. Gustave Eiffel, lui, installe un petit bureau tout en haut, à 300 mètres d'altitude. Là, dans une pièce étroite, il lit, il écrit, il reçoit des visiteurs. Il aime cet espace suspendu, ce silence étrange, ce sentiment d'être entre ciel et terre. La tour est aussi un laboratoire. On y fait des expériences scientifiques, on y teste des instruments, le vent, la gravité, la résistance de l'air. On y mesure le temps, la température, les étoiles. Elle n'est pas qu'une prouesse esthétique, elle devient un outil, un allié de la recherche. Au fil des années, elle entre dans les cœurs. Des cartes postales sont éditées, des chansons composées, des romans situés à ses pieds. Elle incarne une époque, une ambition, le pari du progrès, de l'audace, de la lumière. Même ceux qui la détestaient finissent par l'accepter. Certains prétendent même l'avoir toujours défendue. Le regard sur la tour change. Elle n'est plus seulement haute, elle est majestueuse, étonnamment légère malgré son poids, étrangement douce malgré sa matière. Une sculpture d'acier, fine comme de la dentelle. Elle inspire les peintres, les photographes. On la capture sous tous les angles. Au lever du jour, dans le brouillard, à travers les gouttes de pluie, elle devient une muse. Mais la tour, elle, ne parle pas. Elle reste là, immobile, stoïque, témoin silencieux d'un monde qui change autour d'elle. Des calèches aux premières automobiles, des réverbères aux lampadaires électriques, des costumes 3 pièces aux robes courtes. La tour observe, fidèle. Et Gustave Eiffel, vieillissant, la regarde avec fierté. Il sait qu'il n'a pas seulement construit un monument, il a offert à Paris une nouvelle manière de se regarder. Depuis là-haut, la ville paraît plus douce, plus humaine, plus fragile aussi, et plus belle. La tour des critiques est devenue la tour des curieux, puis celle des amoureux, des rêveurs, des photographes, des enfants. Une compagne du quotidien, une silhouette amie. Elle ne juge pas, elle éclaire, elle guide, elle inspire. Et même ceux qui ne montent jamais savent qu'elle est là, fidèle, bienveillante, gardienne du ciel de Paris. Elle est là, dressée au-dessus de Paris, et pourtant on l'oublie presque tant elle semble avoir toujours existé. La tour Eiffel, silencieuse, fidèle, immobile. Mais dans ce silence de fer, dans cette immobilité apparente, elle raconte. Elle est plus qu'un monument, elle est une mémoire, une voix muette, une respiration d'acier au rythme du temps, car ce qu'elle porte en elle, c'est l'âme d'une époque, un souffle de modernité, une passion dévorante pour le progrès. À la fin du XIXe siècle, la France rêve grand. On parle de science, d'industrie, de découverte. Le monde s'ouvre, les trains rapprochent les villes,
le télégraphe traverse les océans, la photographie immortalise les visages et les instants. Et au cœur de cette effervescence, Paris brille, ville lumière, capitale des arts, des idées, de l'élégance. La tour s'inscrit dans ce mouvement. Elle ne ressemble à rien de ce qui l'a précédé, ni colonne, ni clocher, ni temple. Elle ne se cache pas derrière des ornements. Elle assume sa structure nue, ses poutres visibles, ses rivets apparents. Elle est honnête, et cette honnêteté, à l'époque, est révolutionnaire. Elle ne cherche pas à imiter, elle invente, elle affirme une beauté nouvelle, celle de l'ingénierie, de la précision, de l'audace. Gustave Eiffel, en la construisant, ne veut pas seulement défier la gravité, il veut célébrer la raison humaine, la capacité de l'homme à comprendre les lois de la nature et à les utiliser pour créer. Il veut une œuvre qui dise « Regardez ce que nous savons faire ». Et cette fierté discrète, tranquille, traverse les générations. La tour devient le symbole d'un changement. L'architecture évolue. On n'a plus peur du fer. On le sculpte, on le peint, on le courbe. Le métal devient matière noble. Et la tour, elle, devient le modèle. On la regarde, on l'étudie. Elle inspire des ponts, des gares, des halls d'exposition. Elle change la manière de penser la ville. Mais plus encore, elle devient le miroir de son époque. Une époque fascinée par le ciel. On rêve de voler. On invente les premiers dirigeables. On fait s'élever des ballons captifs. Les frères Wright ne sont pas encore en vol, mais les esprits, eux, sont déjà dans les airs. Et la tour, par sa seule existence, donne à ses rêves une forme concrète. Elle montre que le ciel peut être atteint, que la hauteur n'est pas un mythe. Elle donne une verticale à l'imaginaire. Dans les années qui suivent sa construction, elle devient un outil. On y installe des antennes, on y fait des expériences météorologiques, on y observe les étoiles. Elle est le trait d'union entre la terre et l'invisible. Les scientifiques y trouvent un perchoir idéal. Les artistes y voient une muse moderne. Les amoureux y trouvent un refuge suspendu. Et les poètes, eux, y entendent une voix grave, lente, profonde, une voix qui murmure l'ambition des hommes et la tendresse du temps. Elle devient un repère pour les exilés, les marins, les voyageurs. De loin, elle indique Paris. Elle est l'étoile fixe, le phare terrestre. Et quand on la voit apparaître entre deux nuages, on sait qu'on rentre chez soi. La tour n'a pas bougé. Elle attend. Elle accueille. Au fil des ans, elle voit défiler les modes, les visages, les rires, les guerres. Elle ne s'effraie pas, elle endure, elle garde en elle les échos de 1000 conversations, les regards tournés vers elle, les pas qui résonnent dans ses escaliers. Chaque rivet est une mémoire, chaque poutre un souvenir. Elle devient la grand-mère des monuments modernes. Elle inspire la tour Chrysler, le pont de Sydney, les structures audacieuses du XXe siècle. Et pourtant, malgré sa célébrité, elle reste humble, elle ne domine pas, elle veille, elle n'écrase pas, elle élève. C'est cela peut-être qui touche tant ceux qui la contemplent, ce mélange de force et de délicatesse, cette manière de dire l'éternité sans prétention. Dans ses courbes, on devine la main de ceux qui l'ont dessinée, la sueur de ceux qui l'ont construite, le rêve de ceux qui l'ont imaginée. La tour est un livre, chaque étage, un chapitre, chaque rivet, une lettre. Et dans le silence de la nuit, quand le vent glisse sur ses poutres, elle semble parler encore, non pas d'elle-même, mais de ce que nous sommes capables de faire, lorsque nous regardons plus haut que nos peurs, plus loin que nos certitudes. Elle ne s'adresse pas seulement à l'intellect,
elle parle à l'âme. Elle dit que la beauté peut naître de l'audace, que le métal peut devenir poésie, que l'époque que l'on traverse peut laisser une empreinte qui dépasse les siècles. Et dans ce message silencieux, dans cette verticalité tranquille, elle continue, jour après jour, à transmettre l'âme d'une époque qui a osé rêver grand. La tour Eiffel, lorsqu'elle fut inaugurée en 1889, n'était censée rester debout que 20 ans. Une concession temporaire, un monument éphémère destiné à être démonté après l'exposition universelle. C'était prévu, acté, une tour de fer, certes spectaculaire, mais vouée à disparaître, comme un feu d'artifice une fois la fête terminée. Et pourtant, elle est toujours là, plus d'un siècle plus tard. Comment une œuvre temporaire est-elle devenue un monument éternel? La réponse est une histoire en soi, une autre page de ce grand récit vertical. Car après les festivités, après les applaudissements, la tour est restée seule face au doute. L'exposition s'est terminée, les visiteurs sont repartis, et la silhouette de fer est restée, imposante, fragile, suspendue au-dessus des toits parisiens. Certains réclamaient déjà sa destruction. Le contrat disait vrai, non? Elle avait rempli son rôle. Mais Gustave Eiffel n'était pas prêt à abandonner. Il croyait encore, plus que jamais, à la valeur de sa création. Alors il se battit pour la garder. Il proposa d'en faire un laboratoire, une antenne, un instrument utile. Et c'est ainsi que la tour trouva un nouveau souffle. À la croisée des siècles, elle devient un outil pour la science, un terrain d'expérimentation. On y installe des émetteurs radio puis télégraphiques. La tour capte les ondes, les diffuse, transmet des messages à des centaines de kilomètres. Grâce à elle, Paris parle au monde. Et c'est cette utilité stratégique, plus encore que sa beauté, qui la sauva de la démolition. Peu à peu, elle s'inscrit dans le paysage, non plus comme une curiosité, mais comme un pilier. Et le XXe siècle commence, avec ses guerres, ses bouleversements, ses avancées. La tour, elle, ne bouge pas. Pendant la Première Guerre mondiale, elle devient un poste de transmission essentiel. Depuis ses hauteurs, des messages codés sont interceptés, des ordres transmis. Elle participe en silence à l'effort de guerre. Et même les soldats la regardent avec respect. Elle qui fut tant critiquée devient une alliée. Dans les années 20, elle retrouve la fête, les visiteurs, la musique. Paris danse, Paris vit et la tour observe. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. Et avec elle, l'occupation. Paris est envahi. Les drapeaux ennemis flottent sur les toits. Les rues deviennent silencieuses, tendues. La tour Eiffel, elle, reste là, impassible. Les Allemands veulent y hisser leur drapeau, mais il est trop grand. Il s'envole, se déchire. Un symbole. Les câbles des ascenseurs sont sectionnés. Les visiteurs ne peuvent plus monter. Il faut grimper les marches. Près de 1700 marches. Hitler lui-même ne les montera pas. Il restera en bas. Et la tour, sans mot dire, semble défier cette présence. Elle résiste à sa manière, en restant là, droite, muette, mais fière. À la libération, des drapeaux français flottent à nouveau à son sommet. On la repeint, on la restaure. Elle redevient un lieu de fête, un lieu de vie. Elle traverse les décennies. Les années 60 la voient scintiller de nouveaux feux. Les années 80, l'équipe de lumière moderne. Elle accueille les amoureux, les touristes, les artistes. Elle inspire les films, les chansons, les photographies. Elle devient un passage obligé, un emblème. Et tout en haut, le vent souffle toujours. Rien n'a changé. Et pourtant tout est différent. Le monde tourne
Les modes passent, les technologies évoluent, mais elle reste, témoin de l'histoire, gardienne du ciel. Et à chaque époque, elle trouve sa place. Elle devient écran géant pour la Coupe du Monde, phare lumineux pour les fêtes, support de protestation pacifique, muse éternelle pour les rêveurs. On la grimpe, on la contemple, on la photographie des millions de fois. Mais au fond, ce que l'on cherche en elle, ce n'est pas seulement une vue, c'est une sensation, celle d'être petit face à quelque chose de grand, celle de toucher du doigt un fragment d'éternité. Car dans son silence, dans sa stabilité, dans sa verticalité parfaite, la tour Eiffel dit quelque chose que peu d'œuvres humaines savent exprimer. Elle dit la résistance, l'élégance face au temps. Elle dit que la beauté n'a pas besoin d'être bruyante. Elle dit qu'il est possible d'inventer quelque chose de si fort, de si juste, que même les siècles ne pourront l'effacer. Chaque décennie ajoute une couche à son histoire. Elle change de robe, elle scintille, elle se couvre de neige, elle brûle parfois sous le soleil, mais elle est toujours là, comme une amie fidèle, comme un repère. Elle rassure, elle inspire. Et ceux qui l'ont construite, ceux qui ont osé la rêver, peuvent, depuis le ciel peut-être, sourire en la voyant encore debout. La tour Eiffel est un miracle de fer qui a su traverser l'épreuve du temps sans jamais plier, sans jamais faillir. Et dans cette fidélité silencieuse, dans cette capacité à rester debout quand tout change autour, elle continue, encore aujourd'hui, à nous émerveiller. La ville se calme, elle respire plus lentement, comme un géant qui s'étire avant de s'endormir. Les rues s'apaisent, les bruits deviennent des murmures, les rires s'éloignent. Les derniers promeneurs rejoignent leur refuge, les lumières s'éteignent une à une dans les immeubles et Paris se couvre d'un voile léger. Il est tard, très tard, mais pas encore minuit. L'air est doux, presque tiède. Un souffle léger glisse le long de la Seine. Et là, devant toi, la tour Eiffel s'élève, immobile, majestueuse. Tu es là, seul ou accompagné, allongé dans l'herbe, encore tiède du champ de Mars ou assis sur un banc, le regard tourné vers elle. Tu la regardes sans mots, sans attente. Elle s'impose sans effort, dans une beauté silencieuse, dans une lumière douce, presque irréelle. Elle ne fait rien, et pourtant elle fait tout. Elle veille, elle éclaire, elle apaise. Chaque soir elle se transforme. Elle abandonne son armure de fer sombre pour se vêtir d'or. Un à un, les points lumineux s'allument, comme des étoiles qui viendraient se poser doucement sur son squelette. Et quand le scintillement commence, quand les lumières dansent sur sa structure, c'est comme un souffle magique, un frisson qui traverse le ciel. Tu restes là, immobile, tu regardes, tu n'attends rien d'autre que ça, la voir vivre, la voir briller, la voir être. Il n'y a pas de musique, pas de fanfare, juste la ville qui s'endort et elle qui s'allume. Les passants ralentissent, certains s'arrêtent, un couple s'embrasse, un enfant lève les yeux avec émerveillement, un vieil homme sourit en silence. La tour Eiffel appartient à tous, mais chacun y vit quelque chose d'unique. Elle est une mémoire, un symbole, un rêve. Mais cette nuit, pour toi, elle est une amie, une présence tranquille. Tu inspires, l'air a une odeur particulière, mélange de terre chaude, de fleurs nocturnes, de souvenirs suspendus. Le bruit des pas sur le gravier s'estompe. Les voitures sont rares, les moteurs lointains. Il n'y a plus que toi, le vent, le silence.
Et elle, tu penses à tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a traversé, les guerres, les joies, les siècles, et pourtant elle est toujours là, inchangée, inébranlable, une fidélité rare. Elle n'a pas besoin de bouger pour dire quelque chose, elle dit tout, simplement en étant là, et toi tu te laisses porter par sa hauteur, par sa force, par son calme. Ton regard suit ses lignes, ses courbes, ses poutres croisées. Tu remarques des détails que tu n'avais jamais vus, un motif, une lumière, une plaque. Et plus tu la regardes, plus tu sens qu'elle t'absorbe doucement. Tu oublies le reste, les soucis, les obligations, les questions. Tout devient flou autour d'elle. Elle est le centre, l'ancre, le refuge. Elle ne parle pas, mais dans son silence, elle dit beaucoup. Elle dit que la beauté peut être simple, que la force peut être douce, que le temps peut passer sans effacer ce qui est vrai. Tu fermes les yeux un instant. Tu imagines le passé, les ouvriers suspendus à ses flancs, frappant les rivets à la main, les échafaudages de bois, les cris, le vent, la poussière. Tu entends encore le bruit du métal, les battements du chantier, les voix qui montaient jusqu'au ciel. Et puis tu reviens au présent. Tu es là, sous elle, dans cette nuit paisible. Tu sens que tu pourrais t'endormir ici, maintenant. L'herbe est moelleuse, l'air est frais, son ombre te couvre. Elle devient un toit, une couverture géante. Tu n'as pas besoin de fermer la porte, tu n'as pas besoin de lumière. Elle est là pour ça, elle veille, elle ne dort jamais, elle est toujours debout, toujours présente. Tu penses à toutes les personnes qui, ce soir, dorment en sachant qu'elle est là, même sans la voir, même sans y penser. Elle est comme un phare invisible dans leur esprit, un repère, un apaisement. Et pour toi aussi, elle devient cela. Ton souffle ralentit, ton corps s'alourdit, tu t'enfonces doucement dans la nuit. La fatigue n'est plus une gêne, elle est douce, elle est la promesse d'un voyage intérieur. Et la tour, lentement, s'efface de ta vue. Elle reste dans ton esprit, comme une image lumineuse, flottant entre tes pensées. Elle devient une histoire, une voix, une caresse. Tu entends à peine le clapotis de la Seine, le bruissement d'une feuille, le pas discret d'un passant tardif. Tout est lointain, tout est calme, et dans ce calme, tu t'endors, sans te presser, sans t'en rendre compte. Tu glisses, tu coules dans le sommeil. La tour t'accompagne, elle reste là, fidèle, immobile, grande. Elle veille sur toi comme elle veille sur Paris. Dans tes rêves, elle est encore là. Peut-être t'élèves-tu à ses côtés, peut-être marches-tu entre ses poutres, au sommet, porté par le vent. Peut-être que tu revois son histoire de la première pierre jusqu'à cette nuit. Peut-être que tu entends les voix du passé, les murmures du futur. Elle est ton rêve, ta passerelle vers l'ailleurs. Et quand viendra le matin, elle sera encore là, baignée de lumière. Le fer redevenu mat. La ville s'éveillera, les bruits reviendront, les gens passeront à nouveau à ses pieds, sans toujours la regarder. Mais toi, tu sauras qu'une nuit, elle t'a accueilli, qu'elle t'a offert sa paix, qu'elle t'a murmuré son histoire, et qu'en retour, tu lui as confié ton sommeil. Bonne nuit, voyageur, laisse-toi porter, que ton repos soit profond, et que ta mémoire garde, quelque part, ce souvenir d'une nuit sous la tour Eiffel, entre ciel, silence et lumière. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.